Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce tout premier événement DITP du mois de l'innovation publique 2020. Je suis Clémence Pen, je travaille à la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, et je vous propose de nous retrouver chaque mardi du mois de novembre pour les mardis de l'innovation avec des expertes et des experts, des acteurs et des actrices de l'innovation publique. L'objectif de ce mois, c'est de valoriser des projets innovants du secteur public, mais c'est aussi de s'inspirer et puis de créer des espaces de réflexivité pour discuter de nos pratiques. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Ce premier épisode est, ça tombe bien, consacré à la crise, ça tombe bien, façon de parler, et en particulier au rôle que les acteurs de l'innovation publique peuvent y jouer. Alors, est-ce que la compréhension de la première vague de la crise et du confinement du printemps dernier peut nous aider à mieux nous mobiliser et à mieux utiliser les compétences du secteur de l'innovation publique pour faire face à cette seconde vague? C'est ce qu'on espère. On a vu à travers les nombreuses enquêtes plus ou moins professionnelles menées pendant le premier confinement que les agents publics ont pu parfois être très mobilisés dans la crise et faire preuve d'inventivité et monter des dispositifs très innovants, mais aussi souvent être un peu sidérés, sans outils, frustrés dans leur lab fermé. Et pour se rafraîchir la mémoire, je vous propose de découvrir deux témoignages de gestion de crise du dernier confinement. Souvenez-vous, c'était au mois de mars. Jules? Bonjour, je suis le professeur Patrick Jourdain et je suis le directeur médical de la plateforme Covidom. Alors Covidom, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui a été créée en une semaine, entre le 2 mars et le 9 mars, et qui permet de suivre les patients atteints de forme modérée du Covid-19 à leur domicile, afin d'éviter l'engorgement des urgences et l'engorgement des hôpitaux plus largement. Alors, quelque part, on va se dire où on en est avec cette application Covidom. Eh bien, cette application a permis de suivre plus de 550 000 patients en Île-de-France. C'est plus de 3 000 alertes traitées et c'est la plus grande expérience au monde de télésurveillance d'une maladie aiguë. Alors, au-delà des réussites sur le plan des chiffres, c'est surtout un dispositif innovant. Innovant sur plusieurs points. Innovant sur le plan administratif avec véritablement une collaboration, une vraie co-construction entre l'assistance publique hôpitaux de Paris et plus largement les hôpitaux franciliens et également l'URPS qui est l'Union régionale des professionnels de santé et donc qui représente les professionnels de santé de ville. Et c'est cet élément qui a permis la réussite du projet avec quasiment 45% des patients qui ont été inclus par la ville. Autre élément, une innovation technique, parce que au départ, simplement, un faible nombre de patients a été suivi, puis très rapidement, nous sommes arrivés à un élément qui nous permet de suivre plus de 120 000 patients quotidiens. La semaine dernière, 90 000 franciliens ont été inclus dans cette plateforme de façon à répondre aux besoins des patients, reprendre aux besoins des médecins, des hôpitaux, et on peut dire qu'actuellement, plus de 20 000 médecins ont ouvert un compte sur Covidom. C'est également une innovation médicale parce que, à travers tout ça, il y a véritablement un changement de paradigme. Et nous avons un deuxième témoignage du ministère des Armées. Ou alors on est simplement sur Bonjour, je pause. m'appelle Franck Bilot, je travaille à l'Agence de l'innovation défense où je suis tisseur, c'est-à-dire que mon métier c'est d'identifier les acteurs de l'innovation dans la défense et de les rassembler, de tisser des liens entre eux. Que faire quand son lab est fermé? Eh bien, pour moi la première chose c'est de se préoccuper de l'équipe qui anime le lab, savoir comment chacun va et ce que le confinement va faire pour cette personne, pour chaque personne. Et puis ensuite, opérationnellement, il faut se préoccuper du calendrier des événements, regarder ce qu'on peut replanifier, en avertir les sponsors de chaque événement, de manière à donner de la visibilité. Que faire quand on est tisseur pour connecter des personnes qui sont confinées? Je dirais, il n'y a pas des milliers de solutions, hein. On se repose sur les outils que nous propose Internet. Là, il faut faire preuve d'imagination pour créer des événements, des activités qui intéressent
une communauté ou plusieurs communautés et le faire savoir à travers la messagerie ou d'autres moyens sur le net en fonction de la confidentialité de chaque activité. Comment trouver sa place dans la gestion de crise? Ça, c'est une question qui est difficile. Évidemment, chacun se retrouve isolé. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est rassembler les gens à travers des activités fédératrices, à travers un projet ou plusieurs projets. Le confinement, c'est aussi une opportunité d'avoir du temps pour réfléchir à des questions de fond. Et donc, il faut voir ce qu'on peut faire de cette opportunité et comment on peut utiliser Internet pour mobiliser les gens sur des thématiques d'intérêt. Alors désolée, je vois tous les commentaires avec les difficultés de connexion qui sont peut-être liées au fait qu'on est très nombreux à télétravailler et à utiliser malheureusement le même Wi-Fi dans Paris, mais je vous rassure, tout sera disponible en replay. Et y compris ces témoignages donc, du docteur Jourdain pour l'application Covidom, et puis du tisseur du laboratoire du ministère des Armées, dont le rôle est de connecter tous les acteurs de l'innovation pour le compte du ministère des Armées. Alors pour cette première partie de la conversation, on pensait faire un retour d'expérience à froid. Finalement, on est en plein reconfinement et ça va être un retour d'expérience très chaud. Alors, pour discuter des transformations de l'innovation publique induites par la crise, je suis très heureuse d'accueillir deux intervenants qui ont toutes les deux en commun d'avoir mené des rétex, des retours d'expérience depuis le printemps dernier et tâché de transformer ces analyses en chantier d'expérimentation. Alors d'abord, Hélène Boissin-Jonqueville, qui travaille à DITP, qui est une spécialiste de la transformation des organisations, transformation numérique et nouvelles pratiques de travail. Et puis, Nadège Guiraud, qui travaille à la 27e région, qui est une association de praticiens, de designers, de chercheurs, qui est pionnière dans le champ de l'innovation publique. Et je vous propose de vous présenter ainsi que votre démarche, chacune votre tour, avant d'engager la conversation, y compris avec tous les participants. Alors, à toi l'antenne, Hélène. Très bien. Alors, du coup, Jules, si on peut mettre les slides sur le rétex interministériel sur le travail à distance et partager avec tout le monde. Voilà, donc merci beaucoup. Hélène Boissin-Jonqueville, donc de la DTP, comme le disait Clémence. Moi, je voulais faire un petit retour sur un gros travail qu'on a mené juste après le premier déconfinement. La DITP a été mandatée par le cabinet du Premier ministre pour mener un gros travail de retour d'expérience sur le développement du travail à distance sur la période. Donc, un travail qu'on a mené de façon éminemment interministérielle, puisqu'on a travaillé en collaboration avec la DINUM, la DGAFP et en lien avec la DIE. Sur les implications du travail à distance dans cette crise sanitaire et éminemment interministérielle, puisqu'on s'est également appuyé sur les rétex que chaque ministère avait menés en interne chez eux. L'objectif dès le départ, c'était de pouvoir avoir un regard le plus global possible, le plus globalisant possible sur cette question qui emporte plein de conséquences sur plein de sujets différents. C'est la raison pour laquelle on l'a mené en interministériel. Et donc, on a été regarder quels étaient les impacts de ce développement massif du travail à distance sur, évidemment, les aspects numériques, on y reviendra, sur les questions RH, de qualité de vie au travail, mais aussi à plus long terme d'attractivité de la fonction publique, sur les aspects d'immobilier de l'État, qu'est-ce que ça nous dit de nos espaces de travail, de l'aménagement du territoire par les administrations, et enfin sur tous les aspects de transformation publique et qu'est-ce que ça a pu révéler comme nouvelle façon de faire, comme nouvelle façon de s'organiser dans la fonction publique. On a essayé aussi
au-delà des thématiques traitées, d'avoir un regard le plus large possible en matière de façon de recueillir l'information. On a eu des entretiens très qualitatifs avec d'ailleurs un certain nombre de personnes peut-être qui sont connectées aujourd'hui, qui ont été menées par l'équipe innovation pour écouter vraiment ce que les gens avaient à dire, et par ailleurs des sondages en ligne de façon plus classique pour recueillir de la matière plus quantitative. Alors, si je passe maintenant à la page suivante, juste un petit mot sur le diagnostic, vous dire que le télétravail avant la crise sanitaire, avant le premier confinement, ça concernait 6,4% des fonctionnaires. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas très élevé et en même temps, je le dis tout de suite, qui n'est pas non plus très éloigné de ce qu'on rencontre dans le privé. Et premier point important à souligner dès maintenant, c'est le fait que ce qu'on a connu lors du premier confinement et ce qu'on connaît maintenant n'est pas considéré comme du vrai télétravail, dans la mesure où le télétravail est à la fois encadré réglementairement, doit faire l'objet d'un échange entre l'employeur et l'agent, et enfin est circonscrit dans le temps. Alors que là, évidemment, on y est à la fois un peu contraint et puis on y est 5 jours sur 5. Donc, c'est d'ailleurs une des premières difficultés du retour d'expérience qu'on a mené, c'est d'être sur un objet qui n'est pas tout à fait l'objet pérenne. Alors, si on passe à la page suivante, sur les premiers constats qu'on a pu mener, c'était le fait que, et là je pense que je ne surprendrai pas l'audience, que notre administration était assez peu préparée au travail à distance. Donc, c'est bien sûr lié au fait que le nombre de personnes qui le pratiquaient avant la crise était assez peu nombreux, on vient de le voir, mais c'était également lié à un certain défaut d'équipement des agents. Il faut savoir qu'il y a 18-20% des agents de la fonction publique d'État qui possèdent un ordinateur portable. Alors, le chiffre est en constante croissance compte tenu des événements, mais ça reste assez limité. En tout cas, il reste des marges de progression importantes. Mais au-delà du simple équipement informatique, c'est aussi toute cette question d'accès de l'environnement de travail à distance, donc aux applicatifs métiers, et puis évidemment à tous les outils autour pour collaborer mieux, pour faire des visios de qualité, etc., etc. Au-delà de ça, ce qu'on a pu remarquer, c'est que si l'offre de formation existait, elle était assez peu, les gens s'en saisissaient assez peu, bon, du fait qu'ils n'expérimentaient pas le télétravail, mais et du coup, des gens qui étaient assez peu préparés, assez peu accompagnés, et je reprends le terme qu'a utilisé Clémence en introduction, on a vu une certaine sidération par rapport à cette pratique du travail à distance massif. Ce qu'on en retire, c'est donc une expérience qui était très hétérogène, très contrastée, qui était très dépendante des services, mais aussi des hommes et de la façon dont ils avaient une appétence naturelle pour le travail à distance, évidemment de la façon dont ils étaient équipés, etc. Donc, on nous a évidemment remonté un certain nombre de difficultés de tous ordres. Mais ce qu'on a repéré aussi, c'est un certain nombre, alors moi j'aime bien les appeler les pépites, c'est-à-dire le fait que les équipes, les organisations, devant le fait accompli, se sont parfois réorganisés, se sont parfois mis à fonctionner un petit peu différemment pour pouvoir assurer une continuité du service public. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retiendra in fine, c'est que malgré tous les heurts, malgré les difficultés, le service public a en grande partie réussi à continuer à fonctionner lors du premier confinement. Donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail, notamment si vous avez des questions un petit peu plus précises sur ces sujets-là, mais un petit mot sur la façon dont on s'est saisi de toute cette matière, de ce bilan sur le travail à distance. On a dégagé 3 axes. Jules, c'est la dernière page, si tu veux bien. On a dégagé 3 axes sur lesquels on est en train de travailler et sur lesquels on va continuer essayer de construire pendant cette période de reconfinement. Le premier axe, sans trop de surprise, c'est comment on peut travailler à la résilience des activités de l'État et donc comment
Alors, évidemment, là, il y a un gros pan informatique. Et donc, comment on continue, les DSI et les DNU sont à pied d'œuvre pour équiper les agents en mobilité. Et l'autre aspect, c'est aussi comment on arrive à transformer l'essai sur ce sujet de non-accompagnement des agents. Et donc, la DITP, en lien avec la DGFP, a entrepris des travaux pour équiper les agents. Alors, pour l'instant, c'est sous la forme un peu formel d'un guide que vous trouverez en ligne sur le site modernisation.gouv.fr, mais qui vous donne des éléments sur le télétravail et comment une réflexion collective peut avoir lieu pour s'organiser au mieux dans cette période si particulière, les éléments auxquels il faut faire attention et comment cette modalité de travail interroge bien plus que justement notre simple rapport à l'outil, mais aussi interroge notre collectif, la façon dont on est organisé en équipe, la façon dont nos processus évoluent, etc. Le deuxième point, c'est sur les pépites dont je vous parlais, les axes de productivité et d'efficacité, et c'est l'idée de capitaliser sur tout ce qui a émergé pendant ce premier confinement et qui pourrait continuer à émerger, avec une volonté de recueillir toute cette matière-là, puisqu'on vous a entendu, on a entendu beaucoup de gens, beaucoup d'agents, de managers et de personnes de l'encadrement supérieur. Et donc, comment on capitalise sur ces sujets-là pour se dire, tiens, mais on a fonctionné différemment à l'époque, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à fonctionner différemment en pérenne dans nos modes de faire. Et donc là-dessus, pareil, avec la DGFP, on est en train de recueillir la matière, d'essayer de la consolider de façon à pouvoir la diffuser. D'ailleurs, on organisera dans le cadre du mois de l'innovation publique un atelier pour vous entendre là-dessus et entendre quels sont les axes sur lesquels vous aimeriez qu'on creuse, quelles sont les pratiques qui vous semblent les meilleures. Et le dernier point, mais qui du coup est devant nous, c'est tout ce travail sur le nouveau cadre présentiel, distanciel, et comment ce mode d'organisation mixte, où des équipes sont à la fois sur site et à la fois sur site, c'est-à-dire au bureau et parfois à distance, se réorganisent, se réinventent. Et là, la route est longue et reste à tracer, puisque, encore une fois, comme je vous le disais, ce qu'on a recueilli pendant la crise, c'est un des volets du télétravail, mais ce n'est pas le vrai télétravail. Et donc, on est en train de creuser aussi toutes ces réflexions-là. Je m'arrête là pour le moment. Si vous avez des questions, on aura un petit temps dédié, je pense, Clémence, après, pour pouvoir échanger plus avant. J'ai l'impression que Clémence a un problème avec son micro. Alors, je vais peut-être prendre la suite. Bonjour à tous. Jules, je veux bien que tu charges la présentation, s'il te plaît, sur Réflexe Public. Donc, moi, je vais vous parler d'un projet qu'on a lancé en mai dernier, en partenariat avec l'agence Vraiment et l'agence Partie Prenante, et avec l'appui de la DITP et de la Fondation Bloomberg Philanthropies. Donc cette enquête-action, je vous expliquerai ce qu'on met derrière ces termes, on l'a bâti avec deux postulats méthodologiques. On a voulu en faire une enquête collaborative. Donc, on a embarqué dans l'enquête comme enquêteurs à nos côtés des membres d'une dizaine de laboratoires d'innovation publique de collectivités territoriales. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient parmi nous ce matin. Et puis, on a voulu en faire une enquête-action avec vraiment une démarche itérative d'aller-retour
entre la collecte d'indices, l'observation à travers les entretiens et l'analyse et l'hypothèse, les hypothèses d'interprétation qu'on en tirait. C'est encore en cours ce travail-là d'ailleurs, puisqu'on est sur la rédaction du livrable final, et une enquête orientée sur l'action, dans le sens où on a voulu que cette enquête, elle permette de préfigurer des chantiers à conduire pour consolider ces formes d'action publique plus résilientes qu'on a observées pendant ce premier confinement. On a commencé cette enquête en identifiant une série de tensions qu'on a appelées des controverses. L'idée était de nous aider à mettre en perspective la matière très foisonnante qu'on avait autour de nous, le nombre d'innovations et de transformations qu'on a pu observer dans les différentes administrations pendant le début de la crise. Donc, on a abouti à 6 controverses. Et puis ensuite, au sein de chacune de ces controverses, on a défini plusieurs, ce qu'on a appelé des terrains d'enquête, mais pas terrain au sens où on l'entend habituellement, c'était plutôt des objets, des phénomènes observés pendant la crise et qu'on a voulu explorer plus en profondeur. Pour vous donner un exemple, on avait une controverse sur le management interne et on avait décidé de creuser 2 terrains plus particulièrement, celui qui concernait les mécanismes de réaffectation d'agents et un sur la place des managers intermédiaires. Donc en tout, entre juin et septembre, on a mené une 50aine d'entretiens avec des agents, des directeurs et des partenaires des administrations partout en France et même quelques entretiens à l'étranger pour avoir aussi cette mise en perspective. Je vais malheureusement pas pouvoir vous détailler les 6 controverses, mais vous trouverez de toute façon tous ces éléments bientôt disponibles sur le livrable final. Je voulais juste peut-être m'arrêter sur 2 d'entre elles, sur ce qu'on a appelé les contributions de la société civile. Je pense qu'on a tous fait le même constat partout dans les territoires d'un foisonnement d'initiatives citoyennes. Ça allait des distributions alimentaires à la production de visières par les makers, de masques par des couturières bénévoles, toutes les actions de solidarité de voisinage. Et donc la question qu'on se posait, c'était quelle place les collectivités ont donnée à ces contributions bricolées, entre guillemets, mais indéniablement d'intérêt général, et comment est-ce que ça peut préfigurer des modalités de coproduction de l'action publique. Sur la controverse 4 qui portait sur le management interne, là la question c'était que les administrations aient été dotées ou non de plans de continuité d'activité, elles ont toutes dû de toute façon bricoler dans l'urgence pour réaffecter et utiliser au mieux les ressources dont elles disposaient. Et donc nous on s'interrogeait, est-ce que ça a réellement renforcé la cohésion d'un collectif avec l'idée qu'on est un peu tous dans la même galère, ou est-ce que ça n'a pas plutôt conduit à des décalages entre des agents très mobilisés, placés en première ligne et donc proches du burn-out, et d'autres services plus ou moins artificiellement mis à l'arrêt? Et comment est-ce que ça va bousculer à l'avenir nos organisations publiques? Et puis aussi, qu'est-ce que ça nous raconte sur le métier de l'agent public et les missions de service public? Alors, à partir de la matière qu'on a collectée pendant ces entretiens et de l'analyse qu'on en a faite, on est en train de définir. Vous m'entendez vraiment très mal, non, ça va. On est en train de définir une vingtaine de pistes prospectives assez concrètes, l'idée étant de faire advenir ce qui nous semble être des transformations souhaitables et durables dans nos administrations pour faire face à d'éventuelles nouvelles crises. Enfin, on est encore dedans. Et au-delà, de toute façon, même en situation, j'allais dire, normale, certaines de ces transformations dessinent des nouvelles formes d'administration plus souhaitables. Je vais vous en présenter 3 si j'ai le temps.
Concernant nos enquêtes sur les questions de management et en particulier de réaffectation d'agents, de réserve d'agents, etc. Nous, on a l'impression qu'il y a là les prémices du développement d'une nouvelle culture RH avec l'idée de valoriser davantage la polyvalence et d'accompagner davantage la polyvalence et la capacité d'adaptation des agents. Et donc, on propose un chantier autour d'une nouvelle GRH, gestion des ressources humaines publiques, qui permettent d'anticiper l'évolution des besoins en détectant, en valorisant et en développant ce qu'on a appelé les compétences secondaires. Par exemple, à travers des plans personnels de réaffectation qui seraient élaborés avec les agents, l'idée de pouvoir constituer dans chaque administration un pool d'agents volontaires, que ce soit ouvert au plus grand nombre, ce qui n'a pas été le cas pendant ce premier confinement, avec des jours de volontariat valorisés et inclus dans leur temps de travail, et puis de réfléchir à abriter des dispositifs d'agents volants interinstitutionnels à l'échelle d'un territoire pour mutualiser les besoins et les compétences en période de tension. Sur un autre volet qui portait sur les questions de pilotage et de décision, on s'est particulièrement intéressé à la place des données dans la gestion de crise. On a pu constater qu'en réalité, même les organisations les mieux dotées en analyse de données s'en sont assez peu servis, enfin se sont assez peu servis de ces formes de compétences assez nouvelles dans nos administrations et finalement ont bricolé leurs propres données qui n'étaient pas toujours du coup de grande qualité. Donc nous, ce qu'on a envie de proposer, c'est un chantier sur comment est-ce qu'on crée des directions de la donnée qui ne sont pas là juste pour ouvrir la donnée, mais qui sont réellement centrées usagers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces données et comment on les mobilise au bon moment et notamment au-delà des crises à l'amorce de nouveaux dispositifs publics ou de nouvelles politiques publiques à travers des formes, ce qu'on a appelé des data labs. Et puis pourquoi ne pas commencer en engageant des data scientists dans les plans de relance par exemple, c'était une de nos propositions. Et puis enfin, sur le volet des contributions de la société civile et des relations avec en particulier les associations, là, l'idée était de la proposition et de réfléchir à comment on passe du soutien des associations, toutes les collectivités territoriales subventionnent chaque année des associations, on le sait, à une forme de soutenabilité du tissu associatif qui passe par des formes de ce qu'on appelle des partenariats publics communs qui permettent de co-gérer entre acteurs publics et associations ou collectifs plus informels des ressources qui seraient jugées essentielles dans la crise, de développer les formes de mécénat de compétences publiques pour constituer des pools d'agents bénévoles à la disposition des associations d'un territoire, et puis d'imaginer, ça a commencé à être fait sur certains territoires, des guichets d'engagement civique territoriaux qui permettent d'accueillir les volontés d'engagement des agents et de les mettre en relation avec les besoins des associations du territoire. Je pense que je vais m'arrêter là et de toute façon, dans la discussion, on pourra revenir si vous le voulez. Juste la dernière slide. On publiera prochainement le livrable, donc vous pourrez le retrouver sur le blog de la 27e région et sur les comptes Twitter et LinkedIn, et je pense qu'il sera largement retweeté. Et puis, on organise un autre événement dans le cadre du mois de l'innovation publique, le 20 novembre, pour échanger et croiser cette démarche réflexe public et la démarche portée par le CNFPT, Riposte Créative Territoriale. On ne l'a pas encore enregistré sur le mois de l'INO parce que c'est encore sur le programme des mois de l'INO parce qu'on attend encore des précisions, mais ça va venir très vite. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. C'est bon, mon micro est débloqué. Je lis tout ce qui se passe dans le chat. Je note vos questions. Oui, tous les supports de présentation seront mis en ligne sur le site de la DITP. On me demande de représenter les participants pour ceux qui sont arrivés en retard. Il s'agit de Hélène Boissin-Jonville de la DITP et de Nadège Guiraud de la 27e région.
Voilà pour les questions techniques. Nadège, Hélène, est-ce que je peux vous demander déjà de réagir mutuellement à vos présentations et vous demander une réaction un petit peu à chaud? Je sais que c'est pas facile en ce jour 4 ou 5 de reconfinement. Quel regard vous portez sur ces enquêtes? Est-ce que vos enquêtes mutuelles pourront nourrir la suite de vos démarches? Voilà, en tant qu'agent public et en voyant tous les problèmes de connexion qui se posent à nous tous, c'est difficile d'ignorer qu'on se retrouve un petit peu tous à nouveau dans une situation très difficile malgré tout le soin qu'on a pu apporter à l'analyse de nos pratiques. Alors, peut-être pour ma part, une première réaction, notamment sur ce volet, Clémence, que tu viens de mentionner. J'ai fait le calcul hier, en fait, en préparant l'intervention, et il y a 5 mois qui se sont écoulés depuis le premier déconfinement et ce reconfinement. Et donc, oui, à la DITP, on a la conviction que les choses ont changé, sont en train de changer, mais le temps de l'administration est un temps qui est un peu long. Et donc, même si les acteurs directement concernés sont sur le pont, notamment sur la partie numérique, et on a des chiffres qui prouvent que les taux d'équipement des agents en mobilité, sont en train d'évoluer. Alors, soit de façon à leur proposer un kit de mobilité, c'est-à-dire le PC portable, le téléphone portable qui va bien, soit pour proposer que leur environnement de travail soit au moins transposable sur de bouger. Je pense que par le plan d'action, donc Nadège en parlait également, mais par les actions qu'on a déjà commencé à imaginer suite au retour d'expérience interministérielle, les choses bougent un peu et moi, dans les échanges que j'ai avec les acteurs autour de nous, les gens se sont quand même interrogés. Alors, je parle surtout des managers de proximité et des équipes dans un premier temps, mais se sont quand même beaucoup interrogés sur ce qui s'était passé, ont réinterrogé leur collectif et se sont mis un peu en ordre de marche parce que la période des 5 mois dont je parle, elle n'était pas complètement normale non plus. On a beaucoup connu ce travail mixte à distance et en présentiel. Et donc, j'ai tout de même l'impression que les gens se sont mis davantage en ordre de marche pour cette fois-ci éviter la phase de sidération concrètement qu'on a connue au moment du premier confinement. En tout cas, nous, côté DITP, et donc en lien avec la DGFP, comme je le disais, on se met vraiment en ordre de marche pour vous équiper au mieux. Alors, je parle beaucoup pour la fonction publique d'État, de mon côté. Ça, c'est le prisme de la DITP, mais du coup, peut-être Nadège pourra apporter quelques éléments en plus là-dessus. Nadège. Moi, ce que je trouve intéressant là dans la présentation ce matin, c'est qu'on voit que les deux enquêtes sont très complémentaires. Par exemple, nous, la question du télétravail, on l'a quasiment pas abordée parce que ça nous semblait justement. D'abord, on n'était pas nous 27e région à l'intérieur des administrations, même si cette enquête on l'a menée avec plein de collègues de collectivités territoriales. Mais on avait l'impression que cette question du télétravail, c'était la première chose sur laquelle les rétextes des administrations allaient porter. Beaucoup de rétextes d'ailleurs n'ont porté que là-dessus. On peut se poser la question d'ailleurs d'une forme de, je paraître un peu provocatrice, mais d'autocentrisme des administrations de ce point de vue-là. Nous-mêmes, on a eu du mal d'ailleurs à orienter complètement usagers ce rétexte tellement les pratiques, les transformations en termes de pratiques et les difficultés rencontrées au sein des administrations étaient fortes. Donc, en réalité, la critique, on peut se l'adresser aussi à nous-mêmes. Je ne sais plus quelle était ta question, Clémence, mais est-ce que avec ce nouveau confinement,
qu'est-ce qu'on peut attendre? Là, c'est peut-être un peu prématuré. J'ai quand même l'impression qu'il y a des organisations qui sont des administrations qui sont un peu mieux organisées, préparées maintenant. Nous, on y voit à la fois un risque et une opportunité pour la suite. Le risque, c'est que chacun ait tellement le nez dans le guidon et soit préoccupé justement par les difficultés, y compris très logistiques, qui se posent pour justement ne pas se pouvoir engager des expérimentations plus transformatrices dans la durée. On peut aussi voir ça comme une opportunité, c'est-à-dire c'est une nouvelle crise, enfin c'est la même, c'est la poursuite de la crise, et donc c'est un terrain pour expérimenter certaines des pistes de chantier qui se sont dessinées à l'analyse des premiers mois de crise. Ça, c'est les organisations qui nous le diront, mais je reste pour l'instant à la fois, on va dire, modérément optimiste. Et ben alors justement, donc vous portez toutes les deux des projets d'expérimentation. Comment faire pour porter des projets d'expérimentation, de prospective, d'anticipation des prochaines crises dans un contexte de stop and go où en fait on anticipe que potentiellement la crise va durer pendant 2 ans et puis après ce sera une canicule, une autre catastrophe et comment faire pour mener des réflexions de temps long? Est-ce qu'il y a certains de vos chantiers qui vont pouvoir être menés malgré le confinement? Alors, côté DITP, donc DITP, DGFP, j'ai vu des remarques là sur les acronymes. DGFP, c'est la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. Et on travaille également avec la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique. Oui, nous, nos chantiers, on va les mener, à l'exception d'un sur lesquels je reviendrai. On va les mener et j'allais même dire, on va surfer sur ce qu'on est en train de connaître. C'est Nadège qui évoquait très bien ça, sur le côté ambivalent à la fois de tout le monde regrette ce qui se passe et en même temps c'est une opportunité pour continuer à s'interroger, pour continuer à justement, j'aime bien l'idée de la brèche. Moi j'ai l'impression que pendant le premier confinement il y a une espèce de brèche qui s'est ouverte, c'est les pépites dont je parlais tout à l'heure, et qui a fait que des gens, des organisations, des équipes se sont mis à fonctionner différemment. Là, la brèche, elle continue d'être ouverte et l'idée, c'est d'éviter qu'elle se referme. Et donc, notre objectif, nous, ça va être de capitaliser sur ce qui s'est passé pour essayer d'impulser, pour essayer d'infuser, pour essayer d'essaimer le fait que ces transformations qui ont eu lieu pendant le premier confinement et qui donc peut-être se reproduiront cette fois-ci, deviennent de nouveaux modes de fonctionner. Parce qu'en fait, par certains égards, ils proposent une administration qui est plus efficace, qui est plus souple, qui est plus agile et qui, de fait, par ricochet, rend un service à l'usager qui est sans doute de meilleure qualité. Nous, il y a juste… Donc, tout ça pour dire que oui, nous, on va continuer à fonctionner et on va profiter du fait que les gens sont de nouveau dans cet état d'esprit pour capter au maximum de nouveau les transformations très à chaud de ce qui est en train de se passer. Je parle surtout et beaucoup sur la partie transformation des organisations, transformation des modes de faire. Il y a un chantier qu'on avait lancé postérieurement à notre bilan qu'on va devoir mettre en pause, mais de façon assez naturelle et parce qu'on y est presque contraint. C'est on avait lancé, donc en lien avec la direction interministérielle du numérique et avec l'appui de la DIE, la Direction immobilière de l'État, une expérimentation sur le tiers-lieu, pour essayer de tester l'appétence des agents et des managers pour un autre lieu que le domicile pour faire du travail à distance. Là, compte tenu des contraintes sanitaires, on trouve qu'il est plus raisonnable de mettre entre parenthèses cette expérimentation-là et de réorienter un petit peu l'évaluation qu'on comptait en faire pour mener une expérimentation très qualitative sur le travail à distance, en 100% à distance pour le coup, et 100% au domicile des agents qu'on avait imaginés, tout simplement parce que les lieux qu'on avait recensés vont être fermés au public et
on n'a pas la volonté de créer des flux dans ces endroits-là. Nadège? Oui. Est-ce que tu peux répéter ta question, Clémence? Je l'ai oubliée. On va pouvoir mener des chantiers pendant la crise, qu'on attende d'être revenu à la normale. Non, nous, ce qu'on a vu, c'est que, enfin, je pense que tout le monde a pu l'observer. On a quand même pu constater pendant le début de la crise que, notamment, le raccourcissement des délais de décision, des circuits traditionnels classiques de validation et de pilotage permettait de sortir justement des routines et d'accélérer effectivement certaines nouvelles pratiques. Donc je pense que ça peut être une opportunité de lancer des expérimentations dans cette nouvelle phase de la crise. Il y a des choses qui sont, effectivement, il y a des transformations qui nécessiteront du temps, c'est certain, mais il y a certaines pistes que nous, on a imaginées qui peuvent être testées de manière assez rapide et simple. Je prenais l'exemple tout à l'heure du rôle des directions de la donnée. Aujourd'hui, accueillir les directions de la donnée au sein des cellules de crise, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable sans moyens supplémentaires. Et c'est une façon de tester le rôle qu'elle pourrait avoir pour mettre à disposition et offrir un meilleur usage des données dont elles disposent aujourd'hui, ces directions. Donc, il y a très clairement des choses qui peuvent être mises en place assez rapidement. J'en ai pas parlé, mais nous, on avait une controverse qui portait sur les relations usagées, les démarches administratives en période de crise. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se sont mise en place avec notamment un développement de ce qu'on appelle l'aller vers, prendre contact avec les usagers, les bénéficiaires et inverser, on va dire, la démarche qui est classique de le bénéficiaire ou l'usager va vers l'administration, mais ça c'est l'administration qui prend contact avec l'usager. On a vu aussi des dispositifs des droits sociaux qui ont été automatisés. Enfin, ça, c'est clairement des innovations qu'on a vu apparaître pendant ces premiers mois et qui peuvent être réactivées et du coup pérennisées de manière très, j'allais dire très simple. C'est pas si simple que ça parce que ça ouvre ça pose pas mal de questions en termes de données personnelles des usagers, par exemple. Mais en tous les cas, c'est le bon moment pour poursuivre l'expérimentation et sécuriser ces expérimentations pour les faire passer ensuite dans le droit commun. Merci beaucoup. En tout cas, à la DITP, le point est pris et on sera très attentif sur la suite des chantiers. J'ai noté toutes sortes de questions que je vous livre pour gagner du temps et puis vous saisissez au vol ce à quoi vous vous sentez de répondre. Quelles administrations, alors pour Hélène, ont pratiqué le plus le télétravail? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le ressenti des agents par rapport au télétravail? Comment est-ce que la parole des agents a été recueillie? Pour Nadège, plutôt sur la question des agents volants qui remportent un franc succès dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà une idée du cadre qui pourrait être mis en place pour accompagner cette transformation? Et puis, beaucoup de questions sur l'équipement des agents, est-ce qu'on doit utiliser son propre matériel, etc. Ça, malheureusement, je crois que c'est plus une question pour la direction du numérique. Et puis, des questions aussi sur les compétences. Quelles sont les compétences qui sont les plus sollicitées pendant la crise? Et est-ce qu'on a des hypothèses sur la formation des agents pour développer ces compétences? Alors, en ce qui me concerne, sur le ressenti des agents, j'ai vu effectivement des réactions en disant il faut pas écouter seulement les managers et les encadrants supérieurs, pardon, mais aussi écouter les agents.
Alors, soit je me suis mal exprimée, soit… mais oui, évidemment, on a écouté les agents. Alors, d'une part, on a demandé à chaque ministère on était en échange avec eux sur les retours d'expérience que chacun a fait en interne. Alors, sur le travail à distance, mais au-delà de cela, sur la façon dont les pratiques avaient été transformées pendant la période, comment les gens s'étaient sentis. Donc, qui étaient souvent des sondages en ligne, hein, de façon à administrer, à pouvoir l'envoyer et le diffuser au maximum de personnes. Donc, ça nous a donné de la matière quantitative. Et de façon beaucoup plus qualitative, la DITP a coordonné des focus group avec un institut de sondage dont c'est le métier pour recueillir de façon donc là beaucoup plus qualitative et laisser du temps à la parole, à l'expression libre des agents de la fonction publique, à la fois d'État et de l'administration territoriale pour s'exprimer sur le sujet. Donc on a fait 2 focus group à l'été dernier, au début de l'été. Pour recueillir cette parole-là. Et j'en profite pour dire que c'est vrai que je parle beaucoup de la fonction publique d'État, mais je parle bien de la fonction publique d'État centrale et aussi territorialisée, puisqu'on est en lien assez étroit avec le ministère de l'Intérieur, qui a fait un exercice un peu similaire auprès de l'administration territoriale d'État. Et donc, c'est aussi de la matière qu'on collecte, qu'on écoute, qu'on observe et qu'on utilise dans le cadre de notre retour d'expérience. Je vois dans le chat, il y a Nadia qui raconte que leur rétex avait montré combien le confinement acte 1 avait dégradé le lien d'équipe, la cohésion. C'est effectivement quelque chose qu'on a nous aussi constaté, et notamment entre ceux qui étaient encore mobilisés et ceux qui étaient en activité, soit en arrêt de travail pour garde d'enfants ou qui n'étaient pas sur le terrain et auxquels finalement on n'a pas confié d'autres missions. Il y a effectivement il y a eu un ressenti fort en sortie de confinement d'une rupture, d'une fracture, et on a le sentiment que ça a été relativement peu prise en charge et traitée par les administrations et notamment par les directions des ressources humaines. Il y a eu un truc un peu de retour à la normale et puis tant pis, on oublie ce qui s'est passé. Nous, on a été très frappés en fait du manque de temps collectif, soit pour revenir sur ce qui s'était passé, soit pour célébrer ce qui s'était passé, notamment quand des agents se sont impliqués bénévolement dans des associations du territoire ou sont allés en EHPAD alors qu'ils travaillaient en crèche. Enfin voilà, il y a eu peu de moments organisés là-dessus, et nous on pense que c'est certainement une piste pour les prochaines sorties de confinement, ne pas faire comme si c'était rien passé, et ça fait le lien avec ta question, Clémence, sur les compétences utiles en temps de crise. Alors côté agent, je pense que c'est tout l'enjeu d'un vrai chantier gestion des ressources humaines, détection de ce qu'on a appelé les compétences secondaires, qui sont pas celles qui sont sur les fiches de poste, mais qui sont très utiles, notamment en cas de réaffectation. Et au-delà, pour ce qui est des managers et notamment des managers de proximité, nous, ce qu'on a constaté, c'est que ça a mis en valeur l'importance du rôle de coach ou de gestion du collectif, que certains ont assez naturellement, que d'autres ont moins, et que c'est peut-être ça qui a fait la différence dans la cohésion d'équipe au retour de la crise, quoi. Est-ce qu'ils ont su maintenir le lien? Est-ce qu'ils ont su établir ce dialogue entre ceux qui en étaient et ceux qui n'en étaient pas? C'est des mots qu'on a entendus, hein. Ça, je pense que c'est réellement une des
compétences essentielles dans cette gestion de crise et de sortie de crise. Sur les agents volants, je pense qu'on pourrait faire un webinaire entier là-dessus. Je vous propose qu'on en reparle à une autre occasion. Nous, c'est une idée qu'on porte depuis longtemps, qui ressort dans plusieurs de nos scénarios prospectifs, dans plusieurs de nos programmes, qui va donc dans le sens d'une mutualisation au sein d'organisations d'un même territoire. Ça s'est fait quand même pendant la crise, notamment entre des agents de ville et de CCAS. Enfin, il y a eu déjà des formes d'agents volants qui sont venus en renfort d'autres administrations de leur territoire. Maintenant, il y a un vrai enjeu à le penser dans la durée et dans tous ces aspects logistiques, statutaires, etc., qui sont effectivement pas simples, mais nous, ça nous semble un chantier vraiment plein de promesses. Merci beaucoup. Et avant de passer à la seconde partie, donc je rappelle que pour prolonger la discussion avec Nadège, rendez-vous le 20 novembre dans l'événement Mois de l'innovation publique de la 27e région. Et puis, pour tous les agents publics qui sont désireux de prolonger la discussion sur les expérimentations des méthodes dans le secteur public avec Hélène, un événement à venir très vite. Et comme tous les supports de présentation discutés aujourd'hui, on vous partage ça sur le site de la DITP et dans nos réseaux sociaux. Et j'ajoute un dernier mot sur notamment une question de Fatia. Le guide de la facilitation en ligne de la DITP a aussi été partagé dans le chat et ça peut aussi être un support pour vous aider à organiser la vie d'équipe et à rendre tous ces Zooms à 5 ou à 160 plus dynamiques et plus conviviaux. Merci à toutes les deux. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce rendez-vous. Alors, en ouvrant les perspectives sur un autre type d'approche assez différent, mais qui a des similarités pour saisir les crises et comprendre un monde qui se transforme, réfléchir aussi au concept de confinement. Et puis surtout, puisque c'est le fil rouge de ce mois de l'innovation publique, réfléchir au concept de territoire et repenser notre rapport au territoire. Alors, pour cela, comment est-ce que la pensée des territoires peut nous aider à penser un monde qui se transforme? Je vous propose d'écouter Bruno Latour, qui est sociologue et philosophe des sciences à ce sujet. Ouatterrir, c'est un verbe qui résume la situation politique, écologique. C'est assez simple. On a vécu jusqu'ici au-dessus de nos moyens, au sens littéral, puisque nous avons supposé, dans les projets de développement des 2 derniers siècles, qu'on pouvait avoir plusieurs terres et on n'en a qu'une. Donc, en fait, la situation est assez simple. La globalisation nous a emmenés hors sol. Et maintenant, de ce hors sol où nous sommes arrivés, nous, les riches des pays modernes, disons, on regarde en dessous de nous et on se dit, on va atterrir et il faut essayer d'atterrir sans se cracher, en fait. D'où cet accent nouveau que vous connaissez bien, que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, sur le territoire, une espèce de reterritorialisation générale de tous les concepts politiques qui, jusqu'ici, dans la période de modernisation, étaient plutôt, au contraire, déterritorialisés pour s'envoyer dans l'espace de la globalisation. Le problème, c'est qu'on ne sait plus très bien ce que c'est qu'un territoire. Avant, c'était assez compréhensible. Un territoire, c'était une portion d'un espace avec des frontières à l'intérieur d'un État national, pour la plus grande partie des pays, et avec des éléments d'échelle, des emboîtements d'échelle qui permettaient de monter et descendre, disons, de la nation même internationale jusqu'au local. Et comme nous le savons tous, plus rien ne tient dans l'État national maintenant. Pas plus les microbes, les virus qui nous arrivent de Chine, que le climat qui nous bouleverse tous, que les inondations, que, évidemment, les flux économiques. Et donc, par contre-coup, en quelque sorte, le territoire, au sens de la localité, n'a plus de sens non plus. Rien n'est national, mais rien non plus n'est local. Donc il y a une espèce de perturbation générale, et je trouve que l'exemple de l'événement qui transforme un territoire
violemment, comme dans le cas de l'affaire Lubrizol à Rouen, est très éclairant, parce qu'on voit bien que brusquement, tous les gens à Rouen se sont aperçus, parce qu'ils perdaient justement la sécurité qu'ils avaient ou qu'ils croyaient avoir, que le territoire, la taille du territoire, sa dimension, sa répartition était complètement différente de ce qu'ils imaginaient. Donc on a un assez beau cas, un peu dramatique dans le cas de Lubrizol, que quand on parle de territoire, on parle en fait d'un événement. Ce sont des événements qui révèlent des transformations, des choses auxquelles on tient et qu'on est en train, en quelque sorte, de perdre. Or, ce qui se passe en ce moment, à l'échelle, évidemment, pas simplement d'une ville, c'est exactement ça, un événement qui nous fait perdre les conditions d'établissement de notre territoire et qui répartissent, disons, autrement tout ce qui nous importe. Et vous avez, dans le livre de Pierre Charbonnier, qui vient de sortir, qui est un livre extrêmement important, Abondance et liberté, une définition plus précise de ce décalage entre le pays où l'on vit, qui est celui où on a en quelque sorte nos libertés, où on est un citoyen, où on a nos conditions juridiques, nos droits et nos devoirs, et puis de l'autre côté, le monde dont on vit, qui lui est complètement étranger en quelque sorte à ce monde où l'on vit, c'est celui d'où on tire les ressources, souvent par une extraction et une exploitation frénétique, et qui était évidemment le cas de la colonisation, mais aussi le cas de l'exploitation du gaz et du charbon d'abord, du gaz et du pétrole ensuite. Et donc le livre de Charbonnier nous montre qu'on est en porte-à-faux entre le monde où on a l'exercice de la liberté et où on a d'autre part le monde où l'on vit, d'où on tire notre abondance, d'où le titre « Liberté et abondance ». Alors ce décalage, évidemment, il existe depuis longtemps, mais disons au début c'était un petit décalage, et maintenant c'est un décalage tellement énorme qu'on aboutit à la situation de désorientation dans laquelle nous nous trouvons. Vous le savez, c'est des calculs qui sont faits souvent par des militants qu'il nous faudrait 3 ou 5 terres pour continuer à nous développer. Et donc la réaction politique à cette situation de suspens, enfin de porte-à-faux, comme dit Charbonnier, c'est soit de continuer à s'enfuir hors sol, c'est le cas évidemment des États-Unis, du Brexit, du gouvernement brésilien, soit le retour qu'on appelle populisme, le terme n'est pas bon, mais il est expressif, qui consiste à dire, revenons aux frontières de l'État national, même si on sait que cet État et ses frontières, ou le local, n'ont plus aucun sens. Et la solution où atterrir que nous proposons, nous essayons de poursuivre, c'est de dire non, entre la fuite hors sol et le retour à l'État national et au local, il y a autre chose, qu'on appelle le terrestre, peu importe le terme, qui exige une nouvelle définition du territoire. Et c'est là où intervient, disons, un protocole, une procédure que le consortium essaie de mettre en place, qui est redécrire les territoires, en partie d'ailleurs, évidemment, pour les citoyens, mais aussi pour que l'État, les spécialistes de l'État, les agents de l'État à tous les niveaux, régionaux, départementaux, etc., sachent un peu plus comment calibrer les interventions de cet État qui a su très bien développer en période de reconstruction après la guerre, puis de modernisation, mais qui maintenant, il faut le reconnaître, est un peu perdu. Et le parallèle que nous poursuivons depuis maintenant plusieurs années, c'est évidemment celui des cahiers de doléances. Parce que dans les cahiers de doléances, en 89, il y a les 3 éléments qui nous importent dans cet exercice de redescription. Il y a d'abord l'autodescription par les différents terroirs, paroisses, professions, ordres, classes et métiers de leurs conditions d'existence, de leur paysage, de leur matériel, leur vie matérielle. Deuxièmement, cette description n'est jamais séparée, ce qui est très important pour nous, de la description des injustices qui sont commises dans ces territoires. On nous prend un champ, on nous détruit l'accès à des eaux, etc. Un monastère vient nous envahir, etc. Une description en quelque sorte très pratique des conflits de territoire. Et évidemment, nous on sait ça quand on apprend l'histoire de la Révolution française, des propositions de modification, de changement dans la façon dont l'État doit être institué et construit. Et en fait,
faut quand même bien reconnaître que depuis 2 siècles, une grande partie de cet événement des cahiers de doléances, en quelques mois, 60 000 cahiers de doléances sont produits, a défini ou déterminé une grande partie de la vie administrative française. Alors, on ne propose pas de refaire les cahiers de doléances à la même échelle, mais au contraire, de reprendre les choses par la base, presque à ras du terrain, presque à zéro en quelque sorte, pour recommencer à redéfinir de quoi se fait un territoire. Alors là, on a un problème, c'est que, comme vous l'avez compris, la définition du territoire ne peut pas être spatiale. Donc on inverse la définition du territoire. On ne demande pas aux gens où est-ce qu'ils sont, on demande aux gens de définir ce qui leur permet de subsister. À quoi est-ce qu'ils sont attachés ? Et c'est ce à quoi ils sont attachés qui va définir le territoire. Aussi loin que vont vos attachements, aussi loin va votre territoire. C'est une définition presque, on peut dire, éthologique. Si vous définissez un animal quelconque, vous voulez savoir de quoi il vit, quel est l'ensemble de ses attaches ou de ses moyens de subsistance. Et quand vous avez dessiné ces moyens de subsistance, aussi loin qu'ils soient dans l'espace ou dans la géographie au sens classique du terme, eh bien, aussi loin est son territoire. Alors, donc Où atterrir, c'est d'abord un livre de Bruno Latour qui est paru en 2017, et puis maintenant c'est un projet collectif, un consortium, et on accueille Aurore Bimon. Merci de nous rejoindre, Aurore. Vous êtes coordinatrice du consortium Où atterrir. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure et quels sont les objectifs de votre initiative ? Oui, bonjour Clémence, bonjour à tous. Ravie d'intervenir avec vous ici pour la semaine de l'innovation publique. Alors, effectivement, Où atterrir, c'est avant tout un livre. Et puis, avant même d'être un livre, c'est une intuition. Et en fait, le confinement a vraiment confirmé finalement cette intuition que Bruno Latour a eue en 2017. Cette intuition que finalement... Aujourd'hui, il fallait réapprendre à vivre avec les contraintes planétaires de la Terre. Ça part de l'intuition qu'on ne sait pas vraiment agir face aux mutations écologiques profondes que notre Terre est en train de subir, et que finalement, l'administration, l'État n'est pas vraiment outillé aujourd'hui pour faire face à ça, et que nous non plus, en tant que citoyens, on n'est pas vraiment outillés pour faire face à ça. Donc la première question, c'est comment on fait pour apprendre à vivre avec les contraintes des limites planétaires, comment on fait apprendre pour faire coïncider, comme le dit Bruno Latour dans la vidéo, le monde dont on vit, cette Terre, le monde où l'on vit, donc la Terre dans cette fine couche qu'est cet espace, cette zone critique tout autour de la Terre, et puis le monde dont on vit. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous semble bien plus vaste qu'il ne l'est en réalité. Bruno rappelle dans la vidéo que notre mode de vie nécessiterait 1,6 planètes, 3 en tant que Français, 5 si nous étions Américains. Donc, c'est pas possible. Il faut trouver une manière finalement de refaire coïncider ces territoires où l'on vit et dont on vit. L'enjeu, il est double. C'est d'une part assurer la perpétuation des conditions d'habitabilité de la Terre. C'est juste énorme. C'est finalement un souci d'engendrement. Comment on fait pour assurer le fait que les vivants puissent continuer à vivre sur la Terre. Et puis d'autre part, l'enjeu, c'est aussi d'apprendre d'ores et déjà à tous vivre ensemble dans ces limites planétaires, finalement, dans cette zone confinée qui est la zone critique sur la Terre. On n'a pas d'autre choix que de trouver de nouvelles manières de vivre ensemble à l'intérieur de ces limites planétaires. Et donc ça, c'est un souci d'ajustement de nos dépendances. Finalement, comment on fait pour vivre ensemble, comment on fait pour ajuster nos moyens de subsistance ensemble sur ce territoire confiné. Et en fait, la pandémie a extrêmement bien mis en lumière ce deuxième enjeu, puisqu'elle a agi comme une force de rappel. Elle nous a ramené finalement à notre condition d'être vivant, dépendant les uns des autres. Et le confinement, c'était finalement une sorte de mise en abîme du fait qu'on était tous confinés dans cette planète Terre finie. On s'est tout simplement rendu compte de la matérialité de notre condition d'existence, et on s'est aperçu des milliers d'interdépendances
qui conditionnent nos modes de vie chaque jour. En fait, on s'est aperçu que derrière notre alimentation, il y avait le livreur de Rungis, derrière la possibilité de travailler, il y avait l'institutrice, l'instituteur, voilà. On s'est aperçu que derrière l'économie, les chaînes d'approvisionnement, il y avait à la fois des personnes, elles aussi dépendantes de milliers de choses pour subsister, pour vivre, et un monde vivant, composé d'autres êtres vivants aussi que les êtres humains, qui nous est absolument indispensable pour réussir à vivre. Ce monde composé de virus, de masques, de gel hydroalcoolique, voilà, de la déforestation qui nous a amené ce virus, etc. Et donc, finalement, on voit bien que pour réapprendre à vivre ensemble dans cette Terre, confinée dans cette planète Terre, il faut prendre en compte toutes ces interdépendances. C'est plus possible de dire ça, c'est mon territoire. On voit bien, Bruno a cité le Brexit dans la vidéo, on voit bien que c'est plus possible de se considérer séparés les uns des autres. Même au sein d'un pays, notre bassin de vie, ou en fait notre bassin de dépendance, on voit bien que c'est plus la commune, c'est plus l'intercommunalité. En fait, ça va bien au-delà et on est aujourd'hui interdépendant de choses à toutes sortes d'échelles différentes. Et donc, finalement, le projet pilote ou atterrir, c'est un projet de recherche-action qu'on mène depuis 1 an. C'est un projet qui vise à expérimenter ce que serait qu'un processus d'atterrissage, d'un processus qui permet d'atterrir, donc d'apprendre à se situer, à s'orienter, à vivre ensemble en tant que terrestre. Alors, comment on fait ça concrètement? On mène un projet avec 2 groupes d'habitants, un à la Châtre en centre Val-de-Loire, un autre à Saint-Junien en Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Et donc, je ne vais pas pouvoir aujourd'hui vous faire un rétex, puisque le projet pilote n'est pas fini, mais par contre, je peux vous partager finalement la structuration du processus d'atterrissage tel qu'on le teste. Pour nous, la première étape, c'est vraiment, comme le dit Bruno, l'autodescription. C'est la description de ses propres moyens de subsistance, des dépendances qui nous permettent de vivre. Et pour ça, il faut rentrer dans un état de perplexité, un moment, suspendre son jugement, finalement sortir des postures militantes, sortir des postures d'impuissance, voilà, rentrer dans un état de perplexité qui nous permet de prendre du recul et finalement de mieux discerner ce à quoi nous sommes vraiment attachés, ce qui nous est cher, ce qui nous permet de vivre tous les jours et de vivre dignement. Et donc la liste pourrait être infinie finalement de ces dépendances. Et donc la deuxième étape, c'est hiérarchiser dans cette liste de dépendances et les menaces, comme le dit Bruno Latour dans la vidéo, les événements dévastateurs comme Lubrizol ou comme le Covid, c'est aussi ce qui nous permet de mettre en lumière ce à quoi nous sommes réellement attachés, ce qui est vraiment important pour nous. Et donc on va hiérarchiser, on va enquêter aussi pour comprendre justement le maillage, toute cette toile d'araignée qui lie nos dépendances entre elles. Et puis finalement, la troisième étape, ça va être de hiérarchiser ces dépendances avec d'autres personnes, puisque l'objectif, c'est bien de finalement apprendre à habiter un territoire en commun. Et donc, ça va nécessiter de négocier à un moment donné avec d'autres personnes que soi, parce que ce qui me permet de vivre moi, ça ne va pas forcément être la même chose pour mon voisin. Si moi, c'est dans mon intérêt, par exemple, de fermer une usine Amazon, ça ne va pas forcément être dans l'intérêt de l'employé de l'usine Amazon, en fait. Donc, on va devoir finalement rendre visible, rendre intelligible toutes nos dépendances et nos interdépendances, nous permet de mieux négocier et de se réajuster les uns les autres sur un territoire commun. Et puis, in fine, la quatrième étape, c'est, comme dans les cahiers de doléances, exprimer des doléances communes. Et donc, vous l'aurez compris, ces doléances, ce ne sont pas des plaintes, mais c'est réellement des demandes extrêmement précises, co-construites par divers acteurs d'un territoire qui leur permettent de s'ajuster les uns les autres et de mieux et de vivre sur ce territoire. Et finalement, ça revient à inventer une nouvelle forme de diplomatie. On sort des postures identitaires qui consistent à séparer, on fait diplomatie, on reconnaît qu'on est obligé de vivre ensemble dans l'altérité et on s'ajuste les uns les autres. Et la dernière chose, c'est que ce à quoi on aboutit,
ce n'est plus un territoire, une carte, un planisphère vu d'un GPS vu par en haut. C'est vraiment très différent. La carte est définie depuis chacune des personnes qui composent le territoire. Et pour terminer, une notion qui me semble intéressante à souligner, c'est que ici, la notion du local, du proche, du global et du lointain, c'est plus une question finalement de distance géographique, de distance kilométrique. C'est une différence d'intensité dans le niveau de dépendance. Ce qui est proche, c'est ce qui est essentiel à ma survie, essentiel à mener une vie digne. Et ce qui est local, c'est finalement ce qui est discuté en commun pour habiter ensemble un territoire. Donc voilà la manière un peu dont on essaie de redéfinir, de redécrire un territoire à partir de nos dépendances, comme un outil finalement qui nous permet de réhabiter cette planète Terre qui est finie dans les limites, dans les contraintes de cette zone critique dont on ne peut sortir. Merci beaucoup. Ça peut paraître une perspective un peu abstraite par rapport à nos discussions sur doit-on apporter son propre ordinateur portable au travail, mais je pense que c'est important aussi de se rappeler que cette démarche et le livre de Bruno Latour, ils sont antérieurs au grand débat et au moment où l'État a pensé qu'il était très important d'aller écouter la parole de tous les citoyens sur le territoire. Et puis, rappelez-vous que le premier confinement nous a immédiatement fait basculer dans des problématiques pour penser le monde d'après. Et je pense que c'est important au moment où on réfléchit à nos pratiques de travail, au télétravail, etc., de rester aussi dans une perspective de transformation beaucoup plus profonde. Alors, comment cette aventure peut nous inspirer, nous, agents de l'État? Je donne à nouveau la parole à Bruno Latour. Pourquoi est-ce que c'est important pour les agents de l'État? C'est important parce que cet État que nous avons aimé, en quelque sorte, pendant les périodes, comme je disais, de reconstruction et de modernisation, il était déjà au moment des périodes de globalisation un peu plus incertain de son action. Mais maintenant, il est quasiment hors sol. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette crise de la représentation qu'on retrouve partout dans le monde, d'ailleurs. Les mouvements sociaux, que ce soit les Gilets jaunes en France ou qui se passent en Algérie ou au Liban, etc., n'arrivent pas à aboutir, comme on dit, comme s'il y avait une crise de la représentation. Il n'y a pas une crise de la représentation, il y a une crise du territoire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à connecter ce que l'État était capable jusqu'ici de nous offrir, disons, et la situation matérielle dans laquelle nous sommes, parce que nous ne savons pas la situation matérielle. Et le principe de ces ateliers, le principe du consortium, c'est que les seules personnes qui savent exactement qu'est-ce que c'est qu'un territoire, c'est les gens eux-mêmes. Comme le disait le grand philosophe américain Dewey, il n'y a que moi, quand j'ai un caillou dans ma chaussure, c'est moi qui sais où est le caillou. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'autre de l'enlever. Ce passage par la base, ce retour au début même de qu'est-ce qui constitue pour vous des conditions de subsistance menacées et qu'est-ce que vous faites pour y réagir, c'est un point de passage dans notre hypothèse de travail absolument essentielle. Ce n'est pas un problème de concertation, ce n'est pas un problème de coproduction des connaissances, ce n'est pas un problème de recueil des opinions ou des souhaits des gens pour tel ou tel projet, ce n'est pas poser des questions aux gens, c'est les laisser, pour une fois, définir quelles sont les questions. Et je signale en passant, toujours dans mon parallèle avec les cahiers de doléances, que ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que c'est exactement cette situation d'ignorance partagée dans laquelle Louis XVI, le bon roi Louis XVI, ça ne lui a pas évidemment profité beaucoup, avait posé sa question de lancement des cahiers de doléances. Il avait dit « Je suis dans une situation d'ignorance, je n'ai pas un sou, proposez-moi la définition des paysages et des injustices de votre point de vue, vous, telle paroisse, vous, telle profession, vous, tel ordre, etc. » Une espèce de retour au peuple, il faut le dire assez simplement. Disons retour à la base. Alors, Aurore, je vous rends la parole. Les cahiers de doléances, ça n'a pas porté chance à Louis XVI. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Non, ça n'a pas porté chance au grand débat non plus. Oui, ça me semble très pertinent de repartir de cette affaire de grand débat, puisque
on voit très bien en fait l'impuissance de l'État à comprendre vraiment ce qui constitue les besoins fondamentaux, les besoins essentiels de chacun pour vivre. Et donc comme voilà, dans notre approche en tout cas, ce qui est vraiment fondamental, c'est de repartir de chacun. Pour sortir à la fois, en fait, on sort à la fois de cette impuissance de l'État à comprendre un territoire et des habitants dans leur globalité, puisqu'on redonne la parole vraiment à ces habitants. Et puis en même temps, on permet, notre ambition, notre protocole, c'est aussi de faire sortir les habitants de ce sentiment d'impuissance, faire sortir, voilà, qu'on puisse sortir nous-mêmes en fait de ce sentiment qu'on n'a pas pris sur la réalité. On nous présente le progrès comme quelque chose qui serait défini à l'avance. Voilà, le débat sur la 5G nous l'a rappelé. On présente la mondialisation comme quelque chose d'inéluctable. Et finalement, voilà, on n'arrive plus à prendre prise, on n'arrive plus à faire politique. Et donc, notre pari, c'est que pour refaire politique ensemble, il faut repartir de ce qui est le plus basique, les histoires personnelles de chacun et leurs conditions de vie. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que oui, notre description d'un territoire peut paraître un peu décalée parce qu'elle est personnelle, elle parle de chacune, mais en fait, elle est beaucoup moins abstraite qu'une description d'un territoire qui serait fondée sur des limites administratives un peu arbitraires ou un GPS, voilà, avec un territoire vu d'en haut, puisqu'elle part, en fait, cette description du territoire, des conditions matérielles extrêmement concrètes d'existence des uns et des autres et de la manière dont on vit ensemble. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, voilà, je ne sais pas si on peut tirer des fils d'inspiration pour l'État, je l'espère. Ce qui me semble nécessaire, en tout cas, c'est de redéfinir aujourd'hui la manière dont on écoute les citoyens, dont on conçoit la concertation publique, pour sortir, voilà, ne plus forcément chercher, ne plus seulement en tout cas chercher à connaître les opinions des gens, mais vraiment connaître leur vécu. Donc ça, voilà, ça me semble vraiment fondamental. D'ailleurs, ce qu'on fait, ça pourrait se rapprocher en partie du community organizing pour ceux qui connaissent, comme pratique l'Alliance citoyenne à Grenoble. Le community organizing, ça consiste à partir des colères, des rêves des habitants, à voir quels besoins satisfaits, non satisfaits, quelles aspirations il y a derrière ces colères et ces rêves, et à les transformer finalement en doléances pour la collectivité. La seule différence, c'est que du coup, nous, on n'est pas du tout dans une posture militante, on n'organise pas de mobilisation de la société civile, on n'organise pas d'action de désobéissance civile. Et puis l'autre différence, c'est vraiment que c'est tout autant important pour nous de s'adresser à l'institution et de fabriquer, enfin voilà, de co-construire des doléances, que de remettre chacun dans un développement de sa puissance d'agir. Et c'est aussi pour ça que c'est super important de partir du vécu de chacun. C'est que je crois profondément que pour sortir de ce sentiment d'impuissance qui nous accable, il faut que l'on retrouve des manières voilà, d'agir sur ce qu'il y a autour de nous. Et pour faire court, je dirais que tout à l'heure, on soulevait la question des compétences utiles en temps de crise. Je crois, en tout cas, c'est ce que nos expériences nous montrent, que parmi les compétences utiles pour redéployer sa puissance d'agir, il y a des compétences sensibles, des approches sensibles. Peut-être que certains d'entre vous connaissent les travaux autour de l'art politique de Bruno Latour. Ces approches, on dit artistiques, voilà, on utilise des techniques de mise en mouvement, de mise en son, de théâtre, etc., sont vraiment tout à fait centrales dans notre dispositif. Elles sont pas du tout un plus esthétique, etc., pour 4 raisons. Premièrement, ces approches sensibles permettent de décaler le regard des participants, de voir finalement la réalité depuis un autre point de vue. Elles permettent de créer du lien, du commun entre les habitants d'un même territoire. Troisièmement, elles permettent, et ça c'est vraiment fondamental, de décrire les relations entre les uns et les autres différemment. Je crois qu'on a besoin de changer notre manière de
en tout cas, ces techniques sensibles nous amènent d'autres outils complémentaires pour enrichir la description de nos relations les uns aux autres et enrichir notre description du territoire. Et puis enfin, ils nous permettent de présenter sous d'autres formes, sous d'autres formes, ce nouveau territoire pour mieux partager cette nouvelle réalité. Donc, voilà, peut-être que l'État peut, je dirais, trois choses à retenir, j'ai l'impression, c'est premièrement transformer ces modes d'écoute des territoires pour partir du vécu des citoyens. Deuxièmement, soutenir l'émergence de nouvelles formes de diplomatie qui ajustent ces interdépendances entre les habitants. Et puis, troisièmement, peut-être que l'État peut activer partout des processus d'atterrissage pour qu'on puisse tous sortir de ce sentiment d'impuissance face à ces crises absolument gigantesques qui nous tombent sur la tête. Merci beaucoup. J'ai noté quelques questions dans les commentaires. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les deux groupes d'habitants? Combien sont-ils? Est-ce que le concept de résilience est aussi un concept que vous utilisez? Et enfin, des commentaires une question de Sonia Panéo qui veut savoir comment on peut aussi, nous, expérimenter. Je crois savoir qu'on peut trouver en ligne la méthode de l'autodescription. Où est-ce qu'on peut lire des comptes rendus de vos travaux et suivre le projet? Alors, normalement, la restitution était prévue pour janvier, enfin, elle est toujours prévue pour janvier à Saint-Junien. On attend de voir si on peut la maintenir à cette date compte tenu des conditions sanitaires que l'on connaît. Mais effectivement, oui, on est en train de tout documenter. Il va y avoir un dossier énorme avec l'ensemble des outils que l'on utilise, des protocoles que l'on utilise, des photos, des vidéos. Ça va être très, très documenté. Avec le soutien du ministère de la Transition écologique, on essaie aussi d'outiller différemment les pouvoirs publics et les habitants pour répondre à ces questions. Ensuite, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les deux groupes d'habitants? Ces deux groupes d'habitants, ils ont été constitués parce qu'ils ont déjà participé à certaines créations partagées qui allient l'art et la politique, qui ont été menées par certaines personnes du consortium. Ce qui est important, je pense, c'est de partir dans cette démarche à partir du moment où il y a un vrai intérêt de la part d'un groupe pour la démarche, parce que elle est différente, elle demande une certaine ouverture d'esprit. Et donc, nécessairement, si vous êtes tentés, si certains d'entre vous sont tentés un jour de s'inspirer de cette démarche pour créer un processus d'atterrissage sur un territoire, une clé majeure de réussite, il me semble que c'est quand même le fait d'être volontaire parce que c'est aussi un processus de transformation personnelle. Et puis, est-ce qu'on parle de résilience? On n'emploie pas ce terme et d'ailleurs qui mériterait d'être défini parce qu'il y a énormément de concepts derrière ce terme de résilience qui peut être utilisé à tort et à travers de mille manières différentes. En tout cas, si l'idée c'est de faire en sorte qu'un territoire soit plus enclin à répondre, en tout cas à maintenir certaines conditions de vie malgré des chocs qu'il pourrait subir, oui, je pense qu'on peut dire que notre approche s'inscrit dans cette idée. Merci beaucoup, Aurore. Alors, merci à toutes. Maintenant, c'est l'atterrissage de notre webinaire. Est-ce que je peux vous demander à chacune un mot bref de conclusion de cette conversation? Hélène? Nadège, vas-y Nadège. Moi, je trouve ça vraiment super inspirant de finir par ton intervention et celle de Bruno, Aurore,
parce que, et je l'ai lu d'ailleurs au début du chat, une personne qui disait les usagers dans tout ça et les habitants, on a beaucoup parlé des pratiques des administrations, et il ne faut pas oublier que si on veut améliorer les pratiques des administrations, si on veut rendre l'action publique plus résiliente, l'unique finalité, c'est d'améliorer la vie de chacun et de chacune. Donc, je trouve que c'était un recentrage tout à fait fondamental. Merci Clémence et merci Aurore. Moi, juste un petit mot de remerciement. Quelqu'un soulignait l'aspect positif de ce webinaire et on sent une vraie énergie, une vraie volonté. Et donc, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien dans la période qu'on est en train de vivre. On va poursuivre les travaux comme on s'y est engagé. Et donc, on espère vous retrouver nombreux autour de nous pour continuer les réflexions et éviter que la brèche ne se referme. Oui, pour ma part, je dirais qu'effectivement, il faut absolument profiter de cette brèche qui ouvre nous, on parle de brèche de perplexité. Et donc, je pense que c'est tout à fait ça. Et il faut l'utiliser, il faut en profiter. S'il y avait peut-être un message que j'aimerais laisser, ce serait celui de laisser la porte ouverte à d'autres imaginaires, laisser la porte ouverte pour réimaginer comment ensemble on peut vivre sur cette planète Terre dans nos différences, notre altérité et en faire une richesse. Voilà. Super, et vraiment merci à toutes les trois et merci à tous d'être venus aussi nombreux et d'avoir été aussi dynamiques dans les commentaires, et ça fait vraiment plaisir de voir que notre démarche est communicative et que ça a pu vous inspirer. Je vous donne rendez-vous dans tous les autres événements du mois de l'innovation publique. N'hésitez pas à découvrir le programme en ligne, mais surtout, mardi prochain, pour les prochains mardis de l'innovation, qui seront consacrés au gouvernement ouvert. Et ce ne sera pas sans résonance avec le sujet d'aujourd'hui, puisque justement, il sera question de la façon dont on peut, en réponse à la crise, organiser une pratique de l'action publique plus ouverte, plus transparente et qui laisse une plus grande place aux citoyens. Et y participeront notamment Didier Migaud, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Et donc, comme mentionné plusieurs fois dans la conversation, tout sera disponible en replay et les présentations seront disponibles sur le site de la DITP. À très bientôt et bonne journée. À bientôt. Merci. Merci.